Syntec a senti depuis maintenant un moment, depuis 2 ou 3 ans, qu'il y avait quand même une espèce de décalage entre la réalité de la valeur qui était produite et des relations qu'on a avec nos clients, des sujets qu'on adresse, et l'image véhiculée par les acteurs de notre marché et par les sociétés de services, qui étaient une partie des adhérents de Syntec. Donc on a jugé qu'il fallait travailler là-dessus, il fallait repositionner ou retravailler l'image pour qu'elle soit plus conforme à la réalité de ce qu'on fait aujourd'hui, qui a bien évolué depuis 20 ans. Il y avait, je me souviens, les SSCI dans les années 80, puis après les SS2I. Aujourd'hui, on considère que l'espèce de révolution qui est en train d'arriver avec aujourd'hui une informatique qu'on voit plus par les usages que par la technologie, amène les SS2I de l'époque à travers les usages, avoir une relation avec leurs clients qui est complètement différente et apporter une valeur qui n'a plus rien à voir avec simplement des fournisseurs de technologies ou des développeurs simplement d'applications. Dans ce contexte-là, le poids de ce secteur et le positionnement de nos industries, de services dans le numérique, valent le coup qu'on s'y intéresse. C'est un atout pour le pays et c'est aussi un secteur qui doit être développé. Donc on a considéré qu'on allait accorder de l'attention à notre image et on a changé le nom des services historiques en entreprise de services du numérique. Le Syntec regroupe au départ les sociétés de services dans l'informatique, à sa création, et puis depuis on va dire 5 ans, est en train d'agréger tous les acteurs du numérique, que ce soit des gens comme Google, que ce soit les éditeurs, que ce soit des acteurs qui développent et qui vendent des services dans des services numériques et qui rejoignent peu à peu le Syntec pour en faire, je dirais, l'endroit où ces différents types d'acteurs peuvent partager ensemble les problématiques qu'ils rencontrent pour développer leurs offres dans le numérique. Aujourd'hui, l'arrivée de la mobilité est en train de bouleverser les usages et donc pas simplement l'informatique elle-même. Ça dépasse de bien loin l'informatique. Et donc aujourd'hui, on voit que les entreprises sont en train de repenser leur modèle de fonctionnement, leur valeur ajoutée, leur modèle tout court. Et ça embarque évidemment les systèmes d'information qui sont le pivot de bien souvent le pivot, d'ailleurs quasiment toujours le pivot de ces nouveaux business models. Avec des rigidités énormes, puisque ce qu'on appelle le legacy, donc tout ce qu'on a bâti au fil des années, qui sont devenus des cathédrales inextricables, c'est difficile à bouger, et que paradoxalement, où les systèmes d'information, les DSI, les équipes étaient un peu les seigneurs dans les entreprises. Ils ont apporté une véritable bouffée d'air frais dans les entreprises depuis 25 ou 30 ans. Ils étaient au COMEX, ils apportaient la modernité, et je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui se passe depuis peut-être 5 ans, une espèce de divergence, une insatisfaction grandissante du business, des gens qui sont dans le cœur du métier de l'entreprise, et une espèce de frustration vis-à-vis de l'informatique comme quelque chose qui gêne, quelque chose qui n'aide pas, quelque chose qui gêne, et je le sens. Quelle que soit la taille des entreprises que je rencontre aujourd'hui, je sens qu'on est face à une espèce quand on rencontre les directions générales, quand on rencontre les directions métiers, l'informatique est confrontée à cette insatisfaction. Et de l'autre côté, on a des directions informatiques qui sont soumises à une pression énorme, qui développent des trésors d'ingéniosité et d'efforts, de créativité, d'intelligence, et qui cependant ne satisfont pas. C'est quand même paradoxal. Peut-être que les jeunes ne s'en rendent pas compte, parce qu'eux, ils ont toujours eu ce sentiment-là. Mais quand on a 25-30 ans d'histoire dans ce métier, on se rend compte qu'on a vraiment changé de relation. Aujourd'hui, la transformation vient du fait que les usages qu'on a dans notre vie quotidienne nous montrent qu'on peut être efficace, qu'on peut inventer tous les jours, qu'on peut s'adapter à des situations nouvelles, et que ça, on peut le faire quand on est soit individuellement bien sûr, et puis des très petites entreprises peuvent tirer profit de tout ce que cette révolution de l'Internet et de l'Internet mobile est en train de nous apporter. Et on voit tous les jours des business models qui apparaissent. On voit tous les jours des grandes entreprises en difficulté parce qu'elles n'ont pas pu bouger assez vite, ou parce qu'elles ont cru que leur modèle serait pérenne indéfiniment. Et donc aujourd'hui,
dans les entreprises, les DSI sont confrontés au fait qu'il faut qu'ils bougent vite et que leur cathédrale, que j'ai appelé ça tout à l'heure la cathédrale, ne peuvent pas la faire bouger. Et ils ont des contraintes d'interfaçage, de sécurité, d'énormes contraintes qui fait qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Alors, comment un DSI peut devenir agile? Je dirais que c'est certain qu'il faut sortir du cadre et qu'il faut se dire que... Je n'ai pas la recette miracle, je dis simplement qu'aujourd'hui on a une frustration énorme parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui, si on rebâtissait de zéro, d'autres manières de fonctionner qu'avec les systèmes traditionnels, ça c'est clair, qu'en même temps on ne peut pas passer d'une organisation en place à un nouveau système et faire fi de ce qu'on a installé. Alors comment il peut le faire? Je pense déjà en ayant une relation avec les métiers et la direction générale qui soit la plus intelligente possible, au sens où on donne la transparence et on donne la vision, et où on ne fait pas semblant, où on ne donne pas l'impression à la direction générale qu'on ne parle pas le même langage. Parce que cette direction générale, même si elle ne comprend pas, même si elle n'est pas très à l'aise pour rentrer dans les budgets, pour rentrer dans les problématiques finalement assez techniques et complexes de la DSI, cette direction générale, elle peut comprendre elle comprend très bien qu'il y a une révolution en cours, et donc il faut leur donner la vision en leur disant on ne va pas pouvoir basculer du jour au lendemain, mais en revanche, voilà où on en sera dans 10 ans ou dans 5 ans si on est vraiment très très ambitieux. Et là où on en sera, ce sera disruptif, ce sera tellement différent de ce qu'on a aujourd'hui, en termes d'organisation, en termes d'équipe, même en termes de budget, en termes d'agilité, que ça vaut le coup de donner à la direction générale cette vision disruptive, et pas une vision d'évolution qui va laisser penser à la direction que tous les ans ça s'améliore un petit peu, et tous les ans on résout quelques problèmes, mais au fond on est en permanence frustré. Donc je pense que la première chose c'est de donner la vision. Et la vision, elle est pas si simple que ça, et il faut vraiment se projeter en dehors du cadre pour proposer cette vision et la partager avec une direction en leur disant on va y aller, c'est bien là qu'on veut aller, il n'y a pas l'impression qu'on ne veut pas y aller, en revanche on va passer par des étapes parce que sinon ce sera très douloureux. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comprendre quand même qu'on va avoir des sujets d'équipe, des sujets de people, des sujets RH à gérer qui vont être massifs. Parce qu'on a vécu le départ vers l'Inde, la Chine, le Vietnam et ailleurs de toutes les équipes de développement dans les 10 ans qui viennent de passer. On aura ce genre de sujet sur les équipes informatiques des clients. Et les grandes DSI, je ne sais pas ce qu'elles représenteront dans 10 ans, mais probablement moins de la moitié des équipes qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est quand même un sujet qu'il faudra bien adresser à un moment donné. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on n'est pas très à l'aise. Et ce n'est pas l'outsourcing de couches entières qui réglera le problème. Donc, c'est bien des tranches fonctionnelles qu'il faudra qu'on arrive à aller acheter à l'extérieur. Ce sera plutôt le buy que le make. Et ce sera même massivement le buy que le make. Donc, on gardera des équipes qui seront des équipes orientées vers le comment j'achète bien, comment j'interface, comment je sécurise, comment je fais des retours arrière. Comment je mesure le niveau de qualité de services qui me sont fournis, mais plus des équipes qui font. Et évidemment, ça se fera de façon progressive. Et puis, par ailleurs, on aura une organisation qui sera intégrée avec les métiers pour leur apporter toute la capacité à produire des nouveaux types de business models, à être agile, à intégrer dans la valeur de l'entreprise les bénéfices des technologies disruptives, innovantes. Ces transferts-là, c'est des transferts qui doivent se faire dans le temps évidemment, surtout pour les grandes entreprises, mais qui doivent se faire en transparence et en communication avec les directions générales qui peuvent comprendre que les choses bougent, mais qu'elles ne peuvent pas se faire toutes seules. Et je pense donc que le DSI doit être dans son rôle, il doit projeter la vision auprès d'une direction générale pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas s'impatienter, qu'il y a des étapes, mais qu'au fond, on a une très concrète vision de la DSI 2.0, ou 3.0, je ne sais pas. Le business a besoin d'intégrer dans ses équipes des gens qui comprennent ces technologies et qui comprennent bien quels sont les impacts dans les business models. Donc je pense que la DSI va avoir un rôle, une partie de la DSI doit se réorienter vers le business alors à travers finalement, aujourd'hui on réalise pour nos clients des prestations de conseil sur le marketing que la DSI doit mener auprès de ses clients. Peut-être qu'à terme, ces entités-là ou une couche de la DSI sera intégrée dans les métiers. Je ne sais pas comment ça évolue, d'ailleurs il y a déjà un certain nombre de cas où on approche ce genre de modèle, mais c'est certain que ces jeunes se retrouveront d'abord
dans les métiers. Dans les métiers pour travailler sur justement l'impact des technologies, et ce ne sera pas forcément des ingénieurs. Je pense qu'on a toujours besoin de nos ingénieurs parce que mine de rien, même si les usages sont en train de révolutionner énormément de modèles, énormément d'organisations, ça s'appuie quand même sur des technologies qui sont peut-être de plus en plus intégrées, peut-être de plus en plus standardisées, mais de plus en plus compliquées. Il y en a de plus en plus, on est de plus en plus exigeants. Donc oui, on a besoin d'avoir des ingénieurs, et on a besoin d'avoir des ingénieurs qui sont aussi bien des architectes que des ingénieurs dans l'innovation, parce qu'on fait la course à l'innovation, mais probablement moins d'ingénieurs d'exploitation, moins d'ingénieurs pour régler les problèmes de maintenance qui seront probablement gérés dans des usines qui probablement ne seront pas forcément dans nos pays européens. Donc moi je pense que nos ingénieurs, on les aura sur l'innovation et on les aura sur je dirais, l'impact de ces innovations dans nos organisations et l'impact que ces innovations peuvent avoir sur les technologies existantes. Moi je suis fasciné de voir comme les gens, et les jeunes en particulier, sont capables d'imaginer très très rapidement finalement comment ils peuvent d'abord réinventer des choses qui existent ou inventer des choses qui n'existent pas. Moi je suis absolument fasciné, je siège dans un comité d'investissement d'un fonds technologique, je vois passer des dossiers absolument hallucinants, je suis en émerveillement devant ces gens qui inventent des nouveaux usages, inventent des nouvelles manières de faire des choses auxquelles on est habitué, inventent voilà, des nouvelles approches. Donc moi je suis quand même fasciné par l'intelligence humaine et la capacité à indéfiniment créer. Je ne crois pas qu'on se fasse dépasser par la machine, je crois qu'au contraire, il y a des paliers, et il y a des moments dans ces paliers où on est un peu embuté, et puis il y a des moments où au contraire on a devant soi le Wild Wild West, et je pense qu'aujourd'hui on est dans cette phase-là. Pour les entreprises, c'est certain qu'aujourd'hui, c'était plus simple avant de ne pas réfléchir et de dire on protège tout. Bon, aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut même pas développer son business si on protège tout. Donc il faut déjà commencer à déprotéger des choses qu'on protégeait. Je le vois même chez nous, le CRM, les données qui touchent notre business, etc. La chose facile de la DSI, c'est de dire non, ça c'est protégé, voilà, c'est nous qui décidons. Il faut leur dire non, pour le business, c'est pas bon que ce soit protégé. Et finalement, il vaut mieux une information qui circule chez nous et qui pourrait être volée même par la concurrence, plutôt qu'une information qui est dans les tiroirs et qui n'est pas communiquée. Donc aujourd'hui, clairement, ça oblige toutes les entreprises à repenser au fond ce que c'est que la sécurité, ce que c'est que quelles données on veut sécuriser, quels risques on prend à les laisser divulguer ou à se les faire voler. Et puis une fois qu'on a bien compris quels sont les enjeux, effectivement, remettre en place des modes de fonctionnement qui ne sont d'ailleurs pas que des modes de fonctionnement ou des technologies informatiques, qui sont aussi des usages, des procédures, des qualifications, donc voilà, la sécurité est sûrement un enjeu aujourd'hui qui est en train d'une révolution, on peut le dire au même titre que l'informatique par les usages. Eh bien, la sécurité est en pleine révolution dans ses usages et dans ses technologies. Et évidemment que la mobilité d'un côté et le cloud de l'autre sont deux détonateurs de cette sécurité. C'est certain que la mondialisation, la généralisation des échanges dans tous les sens et à tous les niveaux sur tous les sujets, la dématérialisation des échanges fait qu'aujourd'hui on a multiplié les possibilités de faire des choses, de revoir des choses, de remettre en cause des situations existantes. On cherche quoi? On cherche évidemment, nous, les sociétés occidentales, à, je dirais, tirer le meilleur profit des technologies pour notre bien-être, pour pouvoir obtenir des services dans des meilleures conditions à des meilleurs prix. Et puis aujourd'hui, le modèle dans lequel on est rentré est en train de tirer toutes les sociétés qui nous entourent et qui sont historiquement des sociétés en développement, les sociétés sous-développées, on est en train de les tirer vers le haut par le fait qu'on leur transfère nos emplois. Donc, sans forcément les détruire, mais en reconstruisant d'autres types chez nous. On cherche quoi? On cherche à travers, au fond, l'évolution des usages, au fond, je dirais, la suppression des barrières de la distance. On cherche au fond à faire un environnement qui est plus intégré, dans lequel les gens peuvent travailler ensemble, dans lequel les gens sont peut-être plus respectueux les uns des autres. Bon, je ne sais pas si on le fait vraiment, mais enfin, en tous les cas, on peut imaginer que c'est vers ça qu'on devrait aller. Moi, je suis fasciné de voir comme l'Internet a permis des choses nouvelles dans la relation entre les gens à travers ces réseaux sociaux, à travers ces groupes d'intérêt autour d'un domaine particulier, à travers
Il y a tellement d'initiatives qui sont prises dans le bon sens, hein, bien sûr, pour que les gens puissent se rencontrer, travailler ensemble, communiquer, garder le contact, c'est fascinant. Donc, honnêtement, moi je suis plutôt positivement fasciné, je vois le verre à moitié plein. Maintenant, je reconnais que ça a d'autres incidents, c'est que ça fait bouger très très vite des lignes et que les sociétés ne sont pas prêtes à bouger très vite, et surtout quand elles sont protégées, surtout quand elles ont ce qu'on appelle les avantages acquis. Donc ça bouleverse, hein. Le monde agricole a été bouleversé les 50 dernières années. Je pense que le tertiaire va probablement être bouleversé les 50 prochaines années. Peut-être les 20, je ne sais pas si on ira plus vite, mais en tous les cas, ça nous bouleverse. Je suis convaincu que en même temps, il y a énormément de choses positives. Et je pense honnêtement que la montée en niveau de vie, en qualité de vie des pays qui sont sous-développés est quelque chose qui est bon pour tout le monde. Alors, Devoteam, on a eu un développement qui a été un développement extrêmement rapide. On a fait des choix qui ont été des choix d'être très spécialisés sur les technologies des infrastructures, qui étaient les clés de voûte des grands systèmes d'information, de nos grands clients. Et on a fait un deuxième choix qui était un choix de nous développer à l'international et d'être capable d'accompagner nos clients ou de toucher nos clients, pas simplement en France comme beaucoup de nos concurrents ont pu le faire, puis partiellement à droite et à gauche, mais on a vraiment eu un positionnement large puisqu'on est présent dans 23 pays. Aujourd'hui, le chemin que parcourt Devoteam, c'est un chemin qu'ont parcouru d'abord d'autres industriels de notre métier, hein, qui est de rationaliser, qui est de rationaliser le modèle d'exécution. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'exécuter depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est la manière dont on délivre de façon plus industrielle les basiques de notre métier. Bon, ça c'est une chose, pas beaucoup d'intérêt, mais bon, il faut le faire. Et on a vécu pendant longtemps sur des usages qui étaient probablement des usages un peu dépassés d'une époque où on vivait plus confortablement. Donc là, il faut qu'on fasse plus attention, qu'on soit plus juste dans la manière dont on applique nos efforts, qu'on soit plus regardant sur les points de performance, sur les leviers de performance. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de toucher du doigt que nos clients ont besoin d'avoir des acteurs comme nous, qui sont des acteurs plus agiles que les très grands, plus sérieux, plus solides que les très petits, avec une taille capable de les accompagner sur des projets d'ambition, des projets de taille, avec une capacité à avoir un rayonnement international. Mais en même temps, pour pouvoir faire ça, il faut repenser le modèle, et repenser un modèle dans lequel on était très entrepreneurial, dans lequel on avait un très gros niveau de collaboration entre les entités, mais finalement un portfolio qui était quand même issu, un portfolio d'offres qui était quand même issu d'une histoire de chacun des pays, qui était quand même un portfolio qui n'était pas vraiment centralisé. Même si on avait un très gros degré de collaboration et d'animation de communauté au niveau du groupe. Donc on est rentré dans un modèle aujourd'hui où on a créé d'abord des grandes régions, on a regroupé nos pays dans 5 grandes régions pour créer de la masse critique et nous permettre de mieux appréhender nos offres dans lesquelles on investit, dans lesquelles on partage mieux les compétences rares. Disons que cette vision qu'on a depuis la création de Devoteam est en train de prendre véritablement vie, puisque on a longtemps travaillé localement, on travaille de plus en plus globalement, et je dirais que c'est bon pour nos équipes et c'est bon pour nos clients.